Merci. Je m'appelle Richard Tobé, je suis de Africa 24 Paris. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais revenir sur le partenariat avec la Chine. Notre collègue du Ghana, M. Wisdom, a évoqué tout à l'heure des craintes par rapport au partenariat que nous entretenons, que les États africains entretiennent avec la Chine. Vous avez évoqué à juste titre l'appauvrissement des États africains du fait de l'exportation de leurs ressources. Avec vous, monsieur l'ambassadeur, le cœur du problème aujourd'hui, la seule possibilité pour les États africains aujourd'hui de cesser de s'appauvrir, c'est de transformer donc la mise en œuvre de réelles politiques d'industrialisation. Est-ce qu'il existe aujourd'hui au sein de l'Union africaine un cadre cognitif qui permette cette réflexion d'évaluer les capacités des États africains à mettre en œuvre de réelles politiques d'industrialisation pour pouvoir transformer sur place nos matières premières? Je voudrais préciser, monsieur l'ambassadeur, qu'aucun État africain aujourd'hui, mis à part le Maroc et l'Afrique du Sud, ne peut mener isolément une vraie politique d'industrialisation compétitive. Il faut des politiques régionales d'industrialisation. Est-ce que la réflexion existe au niveau de l'Union africaine? Je vous remercie. Oui, je vous remercie, cher frère de Africa 24. Nous avons conscience que, et je l'ai déjà dit, je crois, dans ma réponse à la question, que le seul moyen pour l'Afrique de sortir de ce cycle de pauvreté, c'est de transformer ses ressources pour créer de la valeur ajoutée au profit des peuples africains. Donc, se mettre dans un schéma où nous exploitons nos ressources nous-mêmes, que nous créons de la richesse sur notre continent et que nous redistribuons de façon équitable cette richesse-là au profit des populations africaines. L'industrialisation, comme vous le dites aussi, revêt un caractère important pour la transformation, mais comme je l'ai indiqué également, nous ne réussirons pas si nous ne créons pas les conditions de base. Il y a des prérequis, et ces prérequis sont justement la stabilité, la paix, la sécurité à l'échelle du continent. Vous savez très bien que l'industrialisation du continent, ou toute démarche d'industrialisation, doit procéder de la volonté des investisseurs privés d'investir. Et vous devez savoir aussi que entreprendre, par définition, on prend des risques. On prend des risques, mais on veut minimiser les risques que l'on prend en décidant d'investir. S'assurer que les risques sont minimisés, c'est de créer les conditions de l'existence d'un état de droit opposable à tout le monde, aux gouvernés comme aux gouvernants. C'est de cette manière que nous sommes convaincus que nous créerons les conditions pour attirer des investisseurs, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient internes à nos États, qu'ils soient externes à nos États, mais qu'ils viennent investir sur un continent qui leur offre les meilleures conditions de stabilité, de paix et de sécurité. Et donc, je partage votre point de vue, mais j'insiste pour dire que le principal défi, c'est de créer les conditions, et le prérequis, c'est les conditions de la promotion de la bonne gouvernance sur notre continent. Merci beaucoup. On pourrait prendre... Oui, on peut rester toute la journée. Moi. Une dernière. Tu as eu ta chance, s'il te plaît. Hi, Jason Batingan from Bloy News in the United States. You said that a lot of these economic partnerships and investments are going to be predicated on peace, stability, and security. Can you talk about how military partnerships with other continents for training, for funds, for technology are helping to ensure that stability, peace, and security, especially concerning the growing American military presence on the continent? Bien, je vous remercie. Nous avons
en prenant conscience de l'effet négatif des conflits sur le développement de l'Afrique, nous avons imaginé ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité pour notre continent. Cette architecture repose sur un certain nombre d'éléments. D'abord, l'option de la diplomatie préventive, l'option de la réponse au conflit par l'action militaire. La diplomatie préventive se manifeste à travers le mécanisme d'alerte précoce et le panel des sages, qui sont deux organes qui doivent pouvoir contribuer à faire de la prévention en anticipant de manière assez alerte sur les risques de conflit pour amener la prise d'action et de mesures préventives. Mais évidemment, ça peut ne pas marcher comme on le voit actuellement. Il y a la prise en charge de la gestion politique des conflits à travers la mise en place du Conseil de paix et de sécurité, qui a un rôle à jouer pour permettre à la Commission de faire face à toute situation de conflit en donnant la direction politique et en donnant aussi la mesure des décisions à prendre par la Commission et au-delà de la Commission aussi par les communautés économiques régionales. Et enfin, il y a la force africaine en attente qui est une force conçue pour intervenir lorsque les mécanismes de prévention et de gestion des conflits n'ont pas pu fonctionner à temps et que les conflits finissent par se produire. Et donc, évidemment, comme vous le savez, les défis de notre continent sont assez importants et tout est prioritaire en Afrique. On se retrouve dans une situation où des secteurs comme l'éducation, comme la santé, l'accès à l'eau potable, au logement décent, à l'emploi des jeunes, à bien d'autres services sociaux de base posent problème sur notre continent, de telle sorte que la mobilisation des ressources pour répondre aux situations de conflit devient un problème. Et donc, face à cela, nous entrons en partenariat avec nos partenaires pour que ceux-ci aussi nous appuient dans la mise en œuvre RUT, dont le coût est assez élevé, parce que vous savez très bien que maintenir la paix revêt des coûts assez énormes, parce que sur le plan logistique, il y a beaucoup de ressources à mobiliser. Donc, le partenariat, nous l'avons expérimenté avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Union européenne, avec l'OTAN et avec des partenaires en Asie, tout cela pour nous aider à faire face à nos problèmes de paix et de sécurité. Mais aujourd'hui, la présidente de la Commission de l'Union africaine, tout en comprenant l'importance de la question de la résolution des conflits, pense qu'il faut établir un équilibre entre les moyens qui sont qui sont mobilisés pour la résolution des conflits et résoudre la question du développement. Parce qu'en définitive, nous savons que une des causes principales de ces conflits, c'est le sous-développement. Et en nous attaquant au sous-développement, nous pourrions nous attaquer aux causes des conflits. Et donc, il y a une nécessité d'établir un équilibre entre les ressources que nous mettons dans l'un ou l'autre des cas pour essayer de nous assurer que notre continent a une approche holistique de la gestion de ces problèmes, mais ne néglige pas un secteur au profit de l'autre.
Donc ce partenariat existe, mais comme je l'ai dit, il est dicté par le fait que la gestion des conflits mobilise réellement beaucoup de ressources. Et l'histoire de notre continent a montré que lorsque vous voulez vous consacrer à la résolution des conflits, vous dépensez beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, de manière à ce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire face aux problèmes basiques des populations, alors que ces problèmes basiques peuvent être une source d'irruption de conflits, plus travailler à corriger ces choses-là. Et d'ailleurs, nous avons également la volonté de demander à l'ONU, puisque la charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité des Nations Unies la responsabilité première du maintien de la paix universelle. Nous souhaitons que l'ONU joue davantage ce rôle pour nous permettre à nous autres de nous occuper des questions de développement de notre continent. Get it show, please. Toute petite question. Go ahead. C'est une question qui est liée à notre confrère qui a posé tout à l'heure à 24. Il était question au niveau des Nations Unies. On avait décrété la décennie de l'industrialisation. La seconde siège. Ça fait maintenant presque un quart de siècle, 25 ans. Est-ce qu'on a tiré le leçon pourquoi l'industrialisation n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il n'est pas maintenant question de tomber dans une sorte de cercle vicieux? Comment donc se partir de cet aspect-là? Mais c'est simple. Il faut que les Africains comprennent qu'on ne doit rien dicter à l'Afrique. Ce n'est pas propre à l'Afrique seulement. Le développement doit être un processus endogène. Il doit être endogène, il doit être initié par les Africains eux-mêmes parce qu'ils veulent se développer. Donc ça va marcher. Les Nations Unies doivent être des partenaires à l'Afrique, et s'il y a un décret à prendre avec les Nations Unies, si nous entrons dans cette démarche qui est participative, qui amène donc les partenaires à définir quelles sont leurs priorités et leurs besoins immédiats, à moyen terme et à long terme, les Africains eux-mêmes ayant contribué à la définition de leurs priorités, décèleront eux. Donc il est important que les partenaires comprennent que nous ne sommes plus dans un schéma de dictat. Nos approches participatives, même dans les États, comme je le disais, vous ne pouvez pas construire le développement dans un État si vous n'amenez pas les différentes composantes de la société de cet État-là à avoir une vision commune de ce qu'ils veulent comme développement et avoir une vision commune des efforts qu'il faut mettre ensemble ou en commun pour relever ces défis-là. Donc, il est imposé à un continent et ça va produire des résultats. Mais au-delà de cette idée qu'il ne faut pas promouvoir le dictat, c'est que les prérequis n'ont pas été mis en place. Où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la stabilité, où il n'y a pas la sécurité, où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas décréter. Vous décrétez pour rien. Autant dire qu'il faut aider les Africains ou accompagner les Africains dans leur démarche de création des conditions de base pour asseoir les prérequis pour entamer l'industrialisation du continent. Donc, c'est un appel d'attitude de la part non seulement des Africains, mais aussi de la part de leurs partenaires. Chacun doit se mettre cela dans la tête, parce que tout ce qu'on a entamé, c'est qu'on n'associe pas les personnes qui sont concernées à la réflexion. Et même que une des causes principales des échecs des programmes de développement en Afrique, c'est la non-participation des populations à ces projets. Et les populations ne participent pas à ces projets parce qu'elles n'ont pas participé à la conception, à l'élaboration
Et donc, elle participe difficilement à la mise en œuvre à ces fondamentaux de participation pour nous assurer que les choses peuvent aller dans le sens que nous souhaitons. Merci beaucoup, Excellence.